Vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, cette semaine on va parler d'Irayasumi, un manga dont ça a beaucoup parlé en 2023, qui était un peu dans tous les top 10 des nouveautés de l'année pour tout le monde. Ça aurait été dans le mien si j'en avais fait un, je n'ai pas fait de top, mais clairement il aurait été dans mon top, et il n'aurait pas été dixième, hein, il aurait été dans les premiers. Et c'est très mérité. C'est une série qui a vraiment beaucoup fait parler d'elle, ce qui va d'ailleurs poser une difficulté pour cette vidéo, parce que c'est toujours difficile en fait de parler d'une série dont déjà beaucoup de gens ont parlé. Il y a peu de choses nouvelles à dire, donc je vais essayer de trouver des choses à dire qui n'ont pas été déjà dit plein de fois sur Irayasumi. Je me dis que déjà, ça peut être intéressant de revenir un petit peu sur son auteur, qui est Goshinzo, qui est publié en France par le Lézard Noir. Vous voyez le logo du Lézard Noir là tout le long, qui en a fait un peu son poulain. C'est un peu le gros auteur de Lézard Noir, un des gros auteurs qu'ils mettent en avant, qu'ils ont suivi. Il y a quasiment tout ce qu'il a fait au Japon a été publié en France. Il ne manque plus qu'un seul recueil d'histoires courtes qui est de toute façon programmé là pour 2024. Lézard Noir l'a annoncé. Donc on va voir exactement comme les Japonais tous les recueils. Donc c'est cool. C'est assez rare quand même pour un auteur qui est pas un auteur super mainstream. Alors il est en train de devenir mainstream, mais qui est quand même pas, c'est pas une gigastar quoi, qui est Goshinzo. Mais on va voir toute son œuvre en France. Faut en profiter. Et donc son œuvre en question, elle a commencé avec l'auto-école du collège Moriyama il y a quelques années. On en a déjà fait une vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo. J'ai dit il y a quelques années, c'était en 2010. Donc ça fait une quinzaine d'années quand même maintenant qu'il travaille, Keigo Shinzo. L'auto-école du collège Moriyama, très très bonne première œuvre. C'est un one-shot. Moi, ça fait partie de mes récits favoris de tout ce qu'il a fait. Et c'est, je vous renvoie à la vidéo. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est vraiment pour une première œuvre, pour une première histoire longue. C'est un peu un coup de maître, c'est un peu un chef-d'œuvre. C'est à la fois très drôle et très touchant. Il y a des vraies émotions et en même temps, ça reste un récit assez comique. Très tranche de vie. Keigo Shinzo, dès ce premier récit, montre une vraie maîtrise du genre du slice of life dont on a parlé il y a quelques épisodes. Là, il est à fond dedans. On est vraiment sur du moment d'existence, sur de la parenthèse d'existence. C'est maîtrisé, c'est incroyablement touchant, incroyablement vrai. Il y a un truc de vraiment, on a l'impression de vivre avec les personnages, de vivre dans un petit univers, aussi un petit univers clos. Keigo Shinzo est très fort pour ça et ça reviendra dans Irayasumi d'ailleurs. C'est-à-dire des récits avec relativement peu de personnages, relativement peu de décors qui se passent un peu au même endroit et qui vont créer le temps de quelques centaines de pages un petit univers fermé sur lui-même duquel on va nous-mêmes faire partie, plus ou moins. Voilà, dès cette première œuvre, il y a déjà en germe un peu tout ce qu'on va voir dans le reste de son œuvre, de sa bibliographie. Ensuite, il y a eu Summer of Love, qui est lui aussi un one-shot, qui est lui aussi excellent, qui fait partie, moi, il y a 4 œuvres en particulier de Keigo Shinzo qui se détachent, qui sont l'auto-école du collège Moriyama, Summer of Love, Irayasumi et une quatrième dont on va parler bientôt. Summer of Love, donc autre one-shot, sur un peu la fin de l'adolescence, les premiers amours, sur tout un tas de choses, sur fond de volcan, parce que ça se passe dans une petite ville volcanique. Donc il y a encore cette idée de petit univers, là c'est une ville, une petite ville, dans laquelle un peu tout le monde se connaît, les gens se connaissent depuis l'enfance, il y a des nouvelles rencontres qui se font, qui changent un peu la donne. C'est très touchant, pareil, il y a toujours ce truc extrêmement, comment dire, extrêmement réel, même si le dessin est pas du tout réaliste, hein, comme vous le voyez là. C'est un dessin presque de manga comique un petit peu. Mais il y a un côté, il y a vraiment une dimension super réaliste dans les dialogues, dans la façon d'être des personnages, ce qu'ils font de leur journée, comment ils interagissent les uns avec les autres. Il y a un truc, il capte très très bien ça. Il est très fort pour l'adolescence aussi de manière générale. Je trouve il est vachement bon, Keigo Shinzo, pour parler de personnages jeunes. Donc voilà, Summer of Love, excellent aussi, il faut absolument le lire si vous aimez les one-shots, un peu émo, on va dire, ouais. Mais ça reste drôle, il y a un vrai côté comique chez Keigo Shinzo. Alors c'est pas de la grosse blague, hein, c'est pas des gros paix ou je sais pas quoi, mais il y a un truc, c'est pas sombre, c'est pas glauque si vous voulez. Il y a un truc de réaliste, et le réel est un peu drôle aussi. En fait, la vie c'est toujours un peu drôle, même quand c'est tragique. Ensuite, en France, on a eu, alors non, on l'a pas eu en France, c'est au Japon. Après Summer of Love, il y a eu Le Jour du Typhon, qui est un recueil d'histoires courtes. D'histoires courtes avait été publié dans des magazines. En France, on l'a eu beaucoup plus tard. Il a été publié il y a assez récemment en fait. Irayasumi avait déjà commencé, je crois. Et mais donc oui, c'est un recueil des premières histoires courtes de Keigo Shinzo. C'est comme tout recueil d'histoires courtes, c'est assez inégal, mais c'est globalement de qualité. Pareil, on est beaucoup dans la tranche de vie, dans le petit moment capturé. Il y a 2-3 récits un peu fantastiques.
fantastique, grotesque, et c'est pas vraiment de la SF à proprement parler, mais il y a des récits un peu particuliers. Voilà. Donc là, le jour du typhon, qui est moins important que Summer of Love ou l'auto-école du collège Moriyama. C'est un recueil d'histoires courtes, quoi, qui fait le taf. Il y a des très chouettes, des très chouettes histoires dedans, mais voilà, c'est plus secondaire. Ensuite, il y a eu sa trilogie Tokyo Allen Bros, qui est donc en 3 tomes. Trilogie, que moi j'ai pas trop aimé, qui est un peu l'œuvre, qui est le titre que j'aime le moins, moi, de Keigo Shinzo, où on va suivre ces deux frères, on va dire, qui sont des extraterrestres. Je vais essayer de vous les montrer sous la forme extraterrestre. Là, j'ai cru en voir un. Voilà, là vous en voyez un à l'arrière-plan qui est sous sa forme extraterrestre, qui sont sur Terre pour étudier les humains et notre société et tout ça. C'est un mécanisme que j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu déjà. C'est-à-dire l'entité extraterrestre ou l'entité en tout cas non humaine qui se mêle aux humains pour nous observer, et donc le récit va dénoncer nos travers et ainsi de suite. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup vu ça. Ça m'a pas emporté. C'est une mécanique que je connais déjà. Je suis resté un peu plus en dehors de ce récit, même s'il y a des qualités. Il y a un vrai, il y a encore un côté tranche de vie, même s'il y a une toile de fond science-fictionnesque, science-fictive. C'est d'ailleurs le seul récit de Keigo Shinzo qui est vraiment là-dessus, qui est vraiment fantastique. Mais voilà, moi, il m'a touché sans plus. C'est quelque chose. Mais il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu leur œuvre favorite de Keigo Shinzo. Ça a été ressorti d'ailleurs, le Lézard Noir l'a ressorti en coffret il y a pas longtemps. Moi, j'ai les 3 tomes séparés, mais bon, je n'aime pas assez la série pour me racheter le coffret. Ensuite, il y a eu Holiday Junction, 2e recueil d'histoires courtes, qui est vraiment meilleur, moi j'ai trouvé, que Le Jour du Typhon. Il est paru en premier en France d'ailleurs. Il y a plusieurs histoires courtes dedans, pareil, qui sont relativement inégales, mais il y en a beaucoup plus de bonnes. Je vais tourner la page, il y en a une un peu érotique. Il y a notamment cette histoire-là qui se passe dans l'univers, si je puis dire, de l'auto-école du collège Moriyama. Et qui fait intervenir ce personnage-là, cette fille-là, qui est un personnage secondaire de l'auto-école du collège Moriyama. D'ailleurs, c'était en fait cette histoire, je crois, si je me rappelle bien des notes de l'auteur, c'est parce qu'il y a eu une adaptation en film au Japon de l'auto-école du collège Moriyama, et cette petite histoire courte était là pour accompagner la promo du film, je crois. Et là, en la lisant, j'ai un petit doute. Je me demande si ça fait pas même un crossover avec Hirayasumi. C'est pas complètement impossible, parce que dans Hirayasumi, on en parlera tout à l'heure, mais le personnage principal travaille dans un stand de pêche. Et là, on peut voir que l'action se passe dans un stand de pêche. Donc, est-ce que c'est le même stand de pêche qu'Hirayasumi ? Je connais pas assez le décor pour être sûr, mais c'est pas impossible. C'est peut-être un petit crossover. Mais en tout cas, Holiday Junction, très très bon recueil. Les 2 dernières histoires sur celle-là sur la course de vélo est vraiment très très bonne. Enfin, la course de vélo, la course tout court d'ailleurs, est vraiment excellente. Elle est ultra touchante. Et la toute dernière sur le chat, sur un chat dont le maître meurt sans que personne le sache. Et le chat reste en vie. Là, vous voyez un peu ce qui se passe. Elle est incroyablement touchante. J'ai terminé, j'étais en larmes sur cette histoire de chat. Peut-être parce que j'ai moi-même un chat. Mais celle-là, elle est ultra touchante. Je vous montre pas la fin, mais c'est vraiment une histoire très très belle. Holiday Junction, pareil, c'est de la tranche de vie, c'est de l'émotion, beaucoup d'émotions. C'est très très bien. Holiday Junction, c'est vraiment un très bon recueil. Et ensuite, il y a eu Mauvaise Herbe, dont on a déjà fait une vidéo aussi. Mauvaise Herbe, c'est le recueil, c'est une histoire en 4 tomes, comme vous voyez là, c'est peut-être l'histoire la plus sombre de Keigo Shinzo. Moi, c'est une de mes favorites. C'est très touchant. On va suivre une jeune prostituée en fait qui est arrêtée par un policier, et le policier va un peu la traiter comme sa fille. Va essayer de la remettre sur le droit chemin. Mais dire la remettre sur le droit chemin, c'est pas vraiment juste, parce que c'est un récit qui est pas sous l'angle moral. C'est pas pour dire la prostitution c'est pas bien quoi. C'est un truc beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus dans l'émotion, dans les liens filiaux, dans les tourments des uns et des autres, dans la possibilité ou non de se racheter entre guillemets, de changer de vie. Qu'en fait c'est pas si facile de changer de vie, même pour le mieux. D'abandonner des mauvaises habitudes, et il y a à la fois une vraie douceur dans les émotions, et en même temps un réalisme dans ce qu'il est possible ou non d'attendre d'une situation qui démarre tragiquement. Quelque chose qui s'inscrit dans la tragédie ne va pas forcément finir bien juste parce qu'on a envie que ça finisse bien. Parfois la vie est injuste, et Mauvaise Herbe parle un peu de ça. C'est un très très beau récit avec des très belles couvertures.
sur donc la trajectoire de cette fille et de ce flic qui va s'occuper d'elle, avec une réflexion sur l'art aussi, parce que la fille dessine, comme vous le voyez sur la couverture du 3. Voilà, c'est un très beau récit, Mauvaise Herbe. Je vous renvoie à ma vidéo, mais faut pas manquer Mauvaise Herbe. C'est un grand manga. C'est un grand manga des années 2020. C'est un titre que je conseille vraiment à beaucoup de gens, que j'ai pas mal offert d'ailleurs. Je l'ai offert à ma sœur, je l'ai offert à une pote. C'est un grand manga. C'est vraiment Mauvaise Herbe, ça fait partie des gros bangers de Keigo Shinzo. Et enfin, on en arrive à Hirayasumi, qui est en cours de publication, toujours chez le Lézard Noir. Au Japon, on en a 6 tomes, en France, on en est au 4e. On n'est pas si loin, on va bientôt les rattraper. Et c'est donc l'œuvre qui un peu l'a fait péter, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, Keigo Shinzo, toutes les œuvres dont je vous ai montré, ça a un peu parlé, notamment Tokyo Allen Bros, qui bizarrement est son titre qui avait fait le plus parler. Je trouve que c'est vraiment pas mérité, mais bon, c'est comme ça. Mais là, Hirayasumi, ça l'a fait passer vraiment à une autre dimension. Je pense que à peu près tout le monde là, parmi vous qui regardez la vidéo, vous avez tous entendu parler d'Hirayasumi, voire vous l'avez tous lu. C'est vraiment un manga qui a fait un petit peu événement l'année dernière. Ce qui est étonnant, non, parce que c'est vraiment excellent. Mais c'est pas spectaculaire, si vous voulez, ce que ça raconte Hirayasumi. Le grand public aurait pu complètement passer à côté. Il n'y a pas de raison que tout le monde se soit mis à s'intéresser à Hirayasumi sur la foi de son résumé. Vous pouvez voir que le dessin de Keigo Shinzo a quand même évolué au fil des années. Tout à l'heure, je vous ai montré son tout premier volume, l'auto-école du collège Moriyama. Si on compare les dessins, vous voyez, ça ressemblait à ça. C'était quand même beaucoup plus simple. Moi, j'aime beaucoup les dessins de l'auto-école, mais on était quand même sur un truc beaucoup plus débutant, si je puis dire. Je vous laisse un petit peu en juger vous-même. Au niveau des visages, beaucoup plus anguleux, à gros traits comme ça. Et là, donc Hirayasumi, on est sur un dessin, mais ça s'est fait de tome en tome, sur tout ce que je vous ai montré, toutes ces œuvres, sur un dessin beaucoup plus rond, beaucoup plus comme ça. On a l'impression que sa plume est plus légère, quoi. Elle force moins sur le papier. Et donc Hirayasumi, de quoi ça parle? Ça parle de 2 cousins que vous voyez là, enfin un cousin, une cousine. Tac tac. Hirota, si je dis pas de bêtises, Hiroto qui est là, et Natsumi. Hiroto est un peu plus âgé, il a 25 ans, quelque chose comme ça, voire même la trentaine. Ouais, il a quasiment la trentaine, 29. Et Natsumi vient de finir le lycée, là, la petite vingtaine. Et elle débarque chez lui parce que elle est envoyée là par sa famille. Parce qu'il habite tout seul dans cette maison, que vous voyez au second plan, maison qui n'est pas à lui, et on se dit, mais comment ce gars peut se payer une maison? Parce que ce gars en question, Hiroto, il bosse, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un stand de pêche, donc vraiment un tout petit boulot, pas payé grand chose. Il fait rien de sa vie, il traîne toute la journée chez lui, à bouffer, à arroser le jardin, à s'occuper des plantes, à se balader, à voir ses potes. Vraiment, il fait vraiment pas grand chose de sa vie. Et en fait, on comprend dès le début, c'est pas du tout un secret, ça nous est expliqué dès les premières pages, qu'il a hérité la maison de cette petite vieille, avec qui il entretenait des rapports de voisinage, quoi, presque. C'est pas du tout une femme de sa famille, il la connaissait même pas tant que ça. On se rend compte petit à petit, flashback par flashback, qu'ils étaient pas si proches en réalité, mais qui s'occupaient d'elle. Il venait manger chez elle. Alors, il venait manger chez elle pas mal pour squatter la bouffe en réalité, mais voilà, ils avaient un peu sympathisé. Et elle avait pas de famille. Quand elle est morte, elle a décidé de lui léguer sa maison. Et donc, il se retrouve avec une maison à son âge sans jamais avoir vraiment bossé. En fait, à la base, il était venu à Tokyo parce qu'il voulait devenir acteur. Et il a un peu foiré sa carrière. Et il a eu 2-3 petits rôles, on se rend compte au fur et à mesure, mais il a jamais vraiment fait carrière. Et il a décidé un peu de vivre une vie libre, où il s'en fout du travail, il fait des petits boulots juste pour se payer la bouffe. Et il vit dans cette maison, il a eu un énorme coup de chance de récupérer cette maison. Et donc, sa cousine va débarquer pour faire ses études à Tokyo et pour bénéficier du fait qu'il a une maison, à disposition, quoi. Et elle fait des études de dessin, d'art, et elle voudrait devenir mangaka. Donc il y a tout un rapport avec ça aussi. Évidemment, un personnage qui veut être mangaka dans un manga, ça sert toujours un petit peu de mise en abîme, de propos pour l'auteur lui-même, qui va parler de l'industrie du manga, qui va parler d'art, qui va parler de plein de choses comme ça. Mais ça en parle de manière très légère. Vous voyez là, on est au stand de pêche dont je vous parlais. Il y a des persos secondaires qui vont apparaître, dont cette fille-là que vous voyez là, qui est une agent immobilière qui au début, il y a plein d'embrouilles avec Hiroto. Un peu par hasard, ils se retrouvent en conflit plusieurs fois de suite, l'un et l'autre. Et petit à petit, ils vont sympathiser. Il y a le meilleur pote d'Hiroto aussi, qui vient d'avoir un enfant dans le récit.
Je sais plus où il est, je sais plus si on le voit dans le premier tome, c'est pas grave. Il y a elle qui est la pote de Natsumi, qui elle aussi fait les mêmes études qu'elle, qui est dessinatrice également, qui est très timide et qui va aider un peu Natsumi à s'intégrer dans l'école, tout ça. Voilà, il y a comme ça 5-6 persos qui vont créer une petite cosmogonie de gens qui tournent les uns autour des autres. Quand je dis tourner les uns autour des autres, c'est pas forcément des histoires sentimentales. C'est même pas vraiment sentimental. Il y a 2-3 intrigues un petit peu, notamment dans la fac de Natsumi avec un mec, mais c'est vraiment pas centré là-dessus. On est plus sur des tranches de vie. Hirayasumi, c'est vraiment l'absolu du manga slice of life, comme on disait. C'est vraiment de la tranche de vie. Il n'y a pas vraiment de propos. Il y a un petit peu d'évolution de la situation, mais même pas tant que ça. C'est-à-dire que la situation, là, on est à 4 tomes, ce qui est quand même pas mal, 4 tomes de 200 pages à chaque fois. Donc, on commence à avoir une certaine masse pour juger de l'histoire. Et la situation n'évolue pas tant que ça. Hiroto bosse toujours dans son stand de pêche et cherche pas vraiment à avoir d'autres boulots. Natsumi accepte un peu plus. Au début, elle a un peu honte de dire qu'elle fait du manga. Petit à petit, elle a de moins en moins honte et commence à l'avouer. Elle commence à sentir que les gens acceptent qu'elle fasse ça. Il y a comme ça, il y a 2-3 évolutions, mais c'est très lent, c'est très progressif et c'est pas des grandes révolutions. La situation, c'est quand même la situation narrative, si je puis dire, c'est quand même de suivre ce cousin et cette cousine dans leur vie quotidienne, dans cette maison. En fait, finalement, c'est un peu tout tourne autour de la maison, non pas en tant que personnage, la maison n'est pas un personnage, mais en tant que lieu où se noue et se dénoue tout un tas de destins, tout un tas de problématiques, de chemins de vie, qui vont tous passer par cette maison, qui est un peu, comme je disais, c'est un peu la méthode Keigo Shinzo, c'est-à-dire de créer des histoires qui tournent autour de très peu de lieux. Et là, c'est à ce point très peu de lieux que c'est vraiment quasiment que la maison, quoi. Là, vous voyez, je tourne les pages, on est quand même très très souvent dans la maison. Alors, il y a un peu la fac de Natsumi, le boulot d'Hiroto, tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus secondaire et on passe énormément de temps à la maison. Je me demande, hein, c'est peut-être le même stand de pêche que l'histoire courte dont on parlait tout à l'heure. Ce serait marrant qu'il y ait ce petit crossover comme ça. Et donc voilà, et donc Hirayasumi a beaucoup plu pour ça, pour ce côté tranche de vie très prononcé. On en parlait dans le manga Slice of Life, dont on parlait il y a 5-6 épisodes, où je disais c'est pas tant un manga Slice of Life, parce qu'il y a quand même une problématique, il y a quand même une évolution, il y a un propos. Là où dans Hirayasumi, il y a un propos aussi, mais on est vraiment dans de la tranche de vie, quoi, dans des moments de vie qu'on capte comme ça, qui ne mènent pas forcément, si vous voulez, chaque chapitre ne mène pas forcément au chapitre d'après. Ça va être des petits moments où, à tel chapitre, on va s'intéresser à l'agente immobilière, là, que vous voyez là, et puis le chapitre d'après, on va s'intéresser plutôt à Hiroto, plutôt à Natsumi, plutôt à quelqu'un d'autre. On va avoir des flashbacks avec la petite vieille dont je vous parlais, qui a légué sa maison, que là, vous voyez sur la moto avec Hiroto. On va avoir de plus en plus d'explications sur le passé d'acteur, de comédien de Hiroto, sur le rapport au manga de Natsumi, plein de choses comme ça. Mais ça prend son temps. S'il y a besoin de 10 pages pour parler de la manière dont ce mec-là, qui est un romancier, qui a été apparu récemment dans le récit, dont la manière dont ce mec-là fait le ménage chez lui, eh ben ça prendra 10 pages pour ça, et c'est pas grave, c'est le propos en soi. C'est jamais chiant pour autant, même s'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'histoire, il y a évidemment une histoire, il y a un propos, il y a des personnages, il y a des lieux, donc il y a une histoire de fait, même si l'histoire c'est juste raconter le quotidien. Mais c'est jamais chiant parce que Keigo Shinzo maîtrise à mort les émotions, maîtrise les dialogues, maîtrise le quotidien. On a vraiment l'impression de vivre avec ces personnages-là. Leurs petits trucs du quotidien ressemblent vachement aux nôtres, en fait, quoi. On s'identifie énormément à toutes les situations, que ce soit des histoires de préparer le repas, de rencontrer quelqu'un qu'on connaît mais pas très bien, on sait pas trop comment s'adresser à lui. C'est des choses comme ça. C'est vachement bien. Et il y a un autre truc qui, je pense, explique un petit peu le succès d'Hirayasumi ces derniers temps, parce qu'il y a succès au Japon aussi, c'est qu'en fait, c'est un peu une ode, de manière assez surprenante, surtout pour un récit japonais, c'est une ode à l'oisiveté, c'est une ode à ne pas trop s'en faire, à pas trop s'inquiéter du lendemain, à pas trop... c'est un peu c'est un truc... pas anti-travail, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas anti-productivité. Hiroto, surtout Hiroto, est vraiment dans un truc de... Il a pas envie de s'emmerder. Il a pas envie d'avoir un super boulot, il a pas envie de faire carrière, il a pas envie de gagner plein de thunes. Il a juste envie de mener sa petite vie tranquille, de profiter du temps qui passe, de profiter de sa petite maison, profiter de ses potes, profiter de sa cousine. Il demande
pas grand chose d'autre à la vie, quoi, en fait. C'est un mec qui est content. Alors, qui est content, qui a quand même des tourments intérieurs, hein. C'est pas l'idiot du village, hein, Hiroto. En fait, il est même assez intelligent. Moi, plus ça va, plus j'aime ce perso, quoi. Au début, il a un petit côté idiot du village dans le premier tome. On a l'impression qu'en fait, c'est un mec, il s'en fait pour rien, qui se fait aucun souci, mais presque par bêtise. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment un choix de vie. On se rend compte qu'en fait, il s'en fait un peu pour certaines choses, mais qu'il a décidé de passer outre ses inquiétudes et de se concentrer sur une façon de vivre qui lui permet d'être heureux. Et finalement, c'est quand même un truc profondément intéressant, c'est-à-dire la quête du bonheur, quoi. Et si le bonheur passe par repousser, ne pas prendre de responsabilité, ne pas avoir d'ambition, mais en fait, c'est pas mal en soi. Le but de la vie n'est pas forcément d'avoir de l'ambition, c'est pas forcément de faire toujours mieux, c'est pas de gagner plus d'argent l'année prochaine que cette année. Et Hiroto vit un peu comme ça, et tout le manga Hirayasumi nous raconte un peu ça, avec de très belles planches comme ça, comme je vous dis, très tranche de vie. Cette planche-là, elle raconte rien en soi, elle nous raconte pas vraiment une histoire. À la rigueur, elle raconte le rapprochement d'Hiroto et de Natsumi. Là, c'est le premier tome. Et au début, Natsumi débarque chez Hiroto, chez son cousin. Elle connaît pas tant que ça, donc elle sait pas trop comment agir avec lui. Puis petit à petit, ils deviennent potes. Et il y a une vraie belle amitié, en fait, entre les deux cousins. Et notamment lors de ce retour sous la pluie. Mais c'est des belles. Le dessin suffit à lui-même, en fait. Je trouve qu'en lui-même, il raconte une histoire, ce dessin. Il est vraiment beau, quoi, cette double page. Et il y en a plusieurs comme ça, des dessins dans Hirayasumi. Presque toutes les pages, presque toutes les cases racontent une histoire en elles-mêmes. Ça pourrait être une illustration sans texte. On a un petit moment de vie comme ça. Quelques illustrations couleurs que dans le premier tome, je crois. Dans les derniers tomes, on n'a pas eu de chapitre couleur. Mais en tout cas, ouais, voilà. Hirayasumi, c'est étonnant cette ode à l'oisiveté, à ce qu'on appelle, Hiroto est ce qu'on appelle au Japon un friteur. Friteur, vous savez ou vous savez pas, c'est un terme qui désigne au Japon, c'est un terme anglais, free. Je crois que je sais même plus d'où ça vient, parce que je dis c'est free, je sais même plus si c'est ça la racine de friteur. Mais en tout cas, ça dessine les travailleurs qui font des petits boulots, qui font un peu de l'intérim ou des petits contrats de quelques mois et qui cherchent pas à faire carrière. Et c'est un phénomène qui existe un peu partout, hein, c'est pas spécifiquement japonais. C'est au Japon qu'ils ont donné un nom, mais ça existe en France, ça existe n'importe où. Et c'est relativement mal vu parce que c'est mal vu un peu partout, c'est pas que japonais, hein, mais les gens, les sociétés occidentales notamment, glorifient quand même pas mal le fait de faire carrière, l'ambition, l'envie d'évoluer. Quand on dit évoluer, c'est-à-dire hiérarchiquement dans son boulot, tout ça. Et le friteur va un peu à l'encontre de tout ça. C'est l'idée, au contraire, qu'on s'en fout de faire carrière, qu'il faut juste gagner de quoi se nourrir, de quoi payer le loyer, mais au-delà de ça, faut mieux faire des choses qui nous intéressent plutôt qu'un boulot qui gagne bien. Et c'est pas, ça paraît aller de soi, ça paraît être un truc évident de dire comme ça, oui, il faut mieux être heureux que faire carrière. Ça paraît très facile. Mais en fait, dans les faits, il y a très peu de gens qui font ça. Il y a très très peu de gens qui vivent de cette manière. La plupart des gens, en fait, favorisent le travail, favorisent la carrière à leur plaisir, à leur bonheur personnel. Regardez le nombre de gens qui arrivaient à mon âge à 40 ans, ont fait carrière, mais ont en fait quasiment plus de loisirs, quasiment plus de passion, se contentent de regarder des séries sur Netflix. Et je leur jette pas la pierre du tout à ces gens-là, mais en fait ça existe et c'est des choix de vie qui ont été faits et qui ont été faits parce que ils se sont retrouvés à vouloir faire un boulot qui au début les intéressait peut-être, mais qui ensuite s'est transformé en une carrière avec l'idée de toujours monter en grade, de toujours travailler plus aussi. Et puis il y a la famille aussi, il y a le fait que ni Hiroto ni Natsumi n'ont de famille. C'est encore des jeunes, même si Hiroto a 30 ans, bon ben il a pas d'enfant, il a pas de copine. Là vous voyez, ça raconte aussi un truc hein, quand même ce dessin-là. Et ouais, tout ça, ça parle de tout ça, Hirayasumi, ça en parle très bien avec une vraie douceur. J'attends de voir où le récit nous mènera à la fin, parce que avec ce genre de propos, il y a un risque qui pour l'instant n'est pas du tout dans le manga. Hein. Je tiens à dire là ce que je dis, c'est un peu une prospective sur l'avenir d'Hirayasumi. C'est que le risque, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu ce film, à un film qui s'appelle Les Gamins avec Alain Chabat et Max Boublil, une comédie française qui était sortie en 2013. J'ai regardé avant de lancer l'enregistrement, qui était une comédie française plutôt pas mal sur un père, Alain Chabat, qui suite à un divorce, hein, si je dis pas de bêtises, va vivre chez son fils Max Boublil, qui a genre 30 ans, et qui se retrouve avec son père qui dort sur le canapé, quoi. Le temps que le père trouve trouve un nouveau logement et tout ça. Et le père, suite à son divorce, fait un peu une nouvelle crise d'adolescence à 55 ans, quoi.
Et le film va suivre ces deux personnages, donc qui ont une grosse différence d'âge, qui sont père et fils, mais qui sont un peu deux grands ados qui font des conneries et tout, et qui s'amusent, et voilà. Et le film est assez cool, et a un petit côté Hirayasumi dans le côté... c'est un film qui nous dit, en fait, faut pas trop s'en faire, prenons le plaisir là où il est, profitons de la vie un peu moment par moment, sans avoir de grands plans sur l'avenir et tout ça. Sauf que la fin du film... la morale, parce que finalement, la morale d'un film, le message d'un film ou d'un manga ou quoi, se situe dans sa fin, dans qui l'auteur décide de faire gagner, si je puis dire, qui a raison à la fin du récit. Et à la fin des gamins, finalement, le fils... La morale du film, c'est abandonne tes rêves. Le fils est passionné de musique, veut faire un groupe de rock, un truc comme ça. Et j'ai pas revu le film depuis un moment, mais c'était un rapport avec la musique. Et sa copine le convainc finalement d'abandonner son groupe et de plutôt prendre un bon taf et d'être plus responsable, de prendre ses responsabilités. Mais en fait, je trouve que c'est un message assez violent et très en contradiction avec les trois quarts du film où on voit des gens s'amuser, deux mecs s'amuser et prendre plaisir à la vie. Et à la fin, le message, c'est non, mais en fait, faut pas trop s'amuser. Ça, tu fais ça quand t'as 15 ans, mais après, faut arrêter, il faut prendre un boulot. Et je trouve ça très dark comme fin et très très violent et je suis pas d'accord quoi du tout avec ce message-là. Et j'espère qu'Hirayasumi ne va pas se terminer comme ça, va pas se terminer avec un Hiroto ou qui nous dit non mais en fait c'était sympa de vivre au jour le jour, mais maintenant je vais mettre un costume et une cravate et je vais prendre un vrai travail quoi. Mais je pense pas, vu l'esprit d'Hirayasumi jusqu'ici, c'est vraiment pas ce qui se dessine. On est vraiment. Puis la complémentarité des deux cousins est intéressante aussi parce que si Hiroto est à un moment de sa vie où il a presque 30 ans et où des questions sur l'avenir peuvent être importantes, Natsumi, elle a que 20 ans et elle est dans un truc beaucoup plus artistique et tout. Et donc, ça offre un pendant aussi où on sait que de sa part, elle va pas nous dire de prendre nos responsabilités et de mettre une cravate, quoi, si vous voulez. Donc ça offre un équilibre assez intéressant dans leur duo. Et je pense que c'est aussi ce duo. Et il fonctionne pas que en duo, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de duo entre les deux cousins, mais il y a aussi des arcs narratifs qui ne concernent que Natsumi à son école, d'autres qui concernent que Hiroto par rapport à son travail, par rapport au flashback avec la vieille, par rapport à son ambition de devenir acteur, ambition qui a été abandonnée clairement. Voilà, donc tout ça explique un peu le succès, je pense, de Hirayasumi, et c'est un succès vraiment très mérité, c'est un super manga. Qui est assez drôle aussi. Hein. J'ai pas mis l'accent là-dessus, mais il y a un vrai comique dans toute l'œuvre de Keigo Shinzo, à part peut-être Mauvaise Herbe, qui pour le coup est vraiment pas très drôle. C'est incroyable, hein, Mauvaise Herbe, mais c'est le moins comique de ces mangas. Mais dans tous ces autres mangas, il y a toujours de quoi sourire, voire rire, et c'est tout à fait le cas dans Hirayasumi. Il y a une vraie légèreté, mais légèreté, ça veut pas dire une idiotie, quoi. C'est vraiment une légèreté, ça nous parle du quotidien, et en fait, ça en parle comme les personnages le disent, comme Hiroto le fait en acte, il vit comme ça dans sa manière, dans son choix de train de vie. C'est vous en faites pas trop. Prenez les choses légèrement. On ne sait pas si ça va aller, mais de toute façon, ça n'ira pas mieux, pas pire, en se rajoutant des soucis, en se rajoutant des angoisses. Donc, soyons détendus face au quotidien. Prenons les choses comme elles viennent, et on verra bien ce qui arrivera, quoi. C'est un très beau manga. Ça mérite amplement son succès. Je suis très content pour Keigo Shinzo, qui est un de mes grands... c'est vraiment un de mes mangaka favoris actuels dans les mecs qui sont vraiment d'actualité actuellement, qui éclosent ces dernières années. Il y a Keigo Shinzo et Minoru Furuya, qui est un peu dans le même genre. C'est pas exactement le même truc, mais Minoru Furuya, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est lui qui est ici, qui a fait Imizu, dont on a parlé, Poison quotidien, Saltiness, dont on a parlé, et Gereskiz. Qui est vraiment un très grand mangaka aussi, qui n'a pas explosé, lui, pour l'instant, en France. Il est édité chez Akata, lui. Pour l'instant, il n'a pas eu son Hirayasumi, mais j'espère qu'il l'aura. En tout cas, je suis très, très heureux pour Keigo Shinzo, ça mérite. Je suis content que le Lézard Noir s'en occupe aussi bien et continue à publier tous ses titres. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que j'ai pas enfoncé trop de portes ouvertes sur Hirayasumi. Comme je dis, c'est compliqué de parler d'un manga dont beaucoup de gens ont déjà parlé. Bon, j'apporte ma pierre à un édifice qui n'avait pas vraiment besoin de ma pierre. Mais bon, si vous avez passé un bon moment, si vous avez passé une bonne demi-heure devant cet épisode, ben, tant mieux, c'est tout ce que je pouvais faire. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs, Hirayasumi, à au seul manga un peu positif de Inyo Asano,
qui est là, j'essaye de faire le point, qui est Solanine, que vous voyez derrière en intégrale, qui est le seul manga un peu positif, et encore, il y a quand même des phases très dépressives, mais de d'Inu Asano, qui lui aussi parle un peu de friteurs, de gens de 30 ans qui ont décidé de pas sacrifier leurs rêves, ou en tout cas qui décident de les faire revivre, en tout cas, leurs rêves de jeunesse. C'est un très bon manga aussi, Solanine, on en parlera peut-être un jour. Je pense qu'on va reparler de Inu Asano bientôt, pour un one-shot. En tout cas, je vous dis très bonne semaine, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. On se dit au revoir avec Ronnie, vous connaissez la tradition. Au revoir tout le monde. Ciao, prenez soin de vous.